Alexandre Bompard, on va vous soumettre maintenant à la question. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la FNAC, un moment où, en lire la presse, votre entreprise doit faire face à une concurrence qui est très dure et une situation économique qui est compliquée, sensible. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé et qu'est-ce qui explique, selon vous, la nouvelle donne ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là pour, pas seulement pour le barycentre que vous avez évoqué. C'est vrai que c'est un barycentre de ma vie, Lyon, mais parce que je vois aussi beaucoup de visages amis et qui comptent pour moi. Et merci de vos mots, c'était un privilège pour moi de vous entendre. Tout ça était beaucoup trop hagiographique, mais l'exercice doit être un peu hagiographique, mais j'ai été vraiment très, très sensible et touché. Merci infiniment. Qu'est-ce qui a changé à la FNAC depuis une dizaine d'années ? Au risque de faire exagérément simple, ce qui a transformé notre métier et ce que nous sommes, c'est Internet, au sens large. Internet, ça a modifié tout l'univers dans lequel se situait la FNAC. D'abord parce que ça a entraîné une dématérialisation des contenus, vous le savez, que ce soit pour écouter de la musique, lire des livres, voir des films. Aujourd'hui, la dématérialisation fait que cet espace essentiel qu'était la FNAC pour se cultiver, pour apprendre, pour découvrir, n'est plus le seul. Et donc, c'est venu modifier le comportement des clients, des consommateurs. Internet, ça a aussi évidemment généré l'apparition de concurrents de type nouveau. Pour faire simple à nouveau, la FNAC longtemps a été un leader incontestable avec des challengers un peu plus petits, parfois moins performants, parfois un peu les deux. Et puis s'est retrouvé du jour au lendemain confronté à des concurrents de taille mondiale venant du monde de l'Internet, qu'ils s'appellent Apple, Amazon, Google, qui sont pour nous des concurrents à part entière et qui sont des sociétés extraordinairement agiles avec une capacité d'investissement colossale, qui font de l'évitement réglementaire et fiscal aussi un atout et un principe de gestion, et c'est comme ça qu'elles se sont construites. Et donc ça a modifié en profondeur nos métiers, les comportements de nos consommateurs, la donne concurrentielle. Quand vous avez tout ça en même temps, ça veut dire que vous avez une société à réinventer, à réexpliquer, à réinscrire dans son environnement de demain. Et c'est ça qu'on essaye de faire depuis 2 ans, à marche forcée, parce qu'on est assez tard dans ce processus-là. Mais c'est évidemment un défi majeur, parce que c'est assez rare d'avoir autant de défis structurels et l'intégralité de vos métiers qui sont affectés par une révolution d'une ampleur équivalente à celle qu'avait pu être la révolution industrielle. Donc c'est un défi pas très simple. Alors, a priori, il y a du boulot, vous venez de le dire, et vous ne disposez pas forcément des mêmes moyens que vos concurrents. Quand on parle d'Apple, de Google, d'Amazon, ce n'est pas forcément le même business model. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous arriverez à continuer dans la course avec eux demain ? Comment est-ce que vous vous y prenez ? L'atout principal que nous avons, c'est la FNAC. La FNAC, c'est une enseigne qui a inventé une manière différente de faire du commerce et qui a constitué dans le temps, parce que moi je suis le produit et le dernier héritier d'une longue lignée, qui a construit avec ses clients, avec les Français et avec les Européens dans les pays dans lesquels nous sommes installés, qui a construit un lien particulier et qui a non seulement révolutionné une manière de faire du commerce et qui a démontré dans le temps sa capacité à se renouveler. Moi, la conviction que je me suis forgée à mon arrivée, c'est les gens me disaient mais au fond, il n'y a aucun avenir, tout ça est devenu totalement digital, pas de salut en dehors du e-commerce, etc. Moi, je crois l'inverse, comme je croyais d'ailleurs l'inverse quand je suis arrivé à Europe 1 et qu'on me disait tout ne doit être que numérique. Non. Quand vous faites on fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires, quand vous faites 4,5 milliards de votre chiffre d'affaires dans les magasins, le salut il passe quand même par les magasins. Évidemment, pas que par les magasins, ça va de soi, mais le magasin est l'unité de base. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, quels sont les atouts de cette enseigne ? Les atouts de cette enseigne, c'est son capital client, j'y reviendrai peut-être, c'est cette marque et ce qu'elle véhicule. On a une des rares marques qui, d'office, quand vous la citez aux clients, signifie quelque chose. Elle signifie engagement, passion, liberté, innovation. C'est son réseau de magasins, c'est son offre digitale, puisqu'on est un des principaux sites internet français. C'est tout ça qui sont les atouts de la FNAC, et à partir duquel on a essayé de bâtir un plan stratégique assis sur ces atouts-là,
ne se disant pas, tiens, on pourrait être tout à fait autre chose. Non, on est la FNAC. On est la FNAC avec ses atouts, sa pesanteur parfois, mais moi je suis convaincu qu'il faut prendre les sociétés là où elles sont, les amener où elles devraient être, mais en s'appuyant sur des atouts d'une société qui a plusieurs dizaines d'années et qui est très inscrite dans le patrimoine des Français. Donc la FNAC, marche plus. Ça, il remarche. La FNAC, votre marque, est au cœur de toutes les transformations, hein, de ce que je comprends. Moi, il y a une évolution sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. C'est assez frappant ces derniers mois pour tous les clients que nous sommes collectivement. Dans vos magasins, il y a de nouveaux produits qui sont introduits, du petit électroménager. Là, j'ai lu récemment que Disney allait installer des espaces dans vos magasins. En quoi est-ce que ça va s'inscrire dans votre démarche de renouvellement ? On a affronté quelque chose qui est très simple et vous qui êtes chef d'entreprise et qui connaissez bien l'entreprise, vous pouvez le sentir très, très facilement. Hein. Mécaniquement, quoi que nous fassions, même si nous sommes très performants, nous perdrons à horizon de 5 ans, à peu près 10 à 15% de notre chiffre d'affaires qui disparaît mécaniquement du fait de la numérisation, de la digitalisation, des téléchargements de musique, de vidéos, de livres de main. C'est 10 à 15% de votre chiffre d'affaires qui disparaît. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des magasins ? Soit vous fermez 10 à 15% de vos surfaces, mais dans nos métiers, c'est extraordinairement difficile. Ça veut dire réinvestir dans les magasins, ça veut dire vendre des étages, enfin, relouer des étages, transformer l'ordonnancement de vos magasins. Soit vous vous dites, l'enseigne a la capacité d'intégrer de nouvelles familles de produits. Au fond, elle a fonctionné au cours des 15 dernières années sur un mix produit, des produits culturels et des produits technologiques, mais elle a la capacité d'en absorber de nouvelles. Alors, pour se forger la conviction qu'elle a la capacité d'en absorber de nouvelles, on a interrogé ceux qui connaissent les magasins mieux que nous-mêmes, sont nos clients. On est allé voir nos clients et principalement nos adhérents en leur disant, d'après vous, quels sont le type de produits qui peuvent être compatibles avec la marque FNAC ? Et sont ressortis une liste de produits. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'au fond, nos clients nous ont dit il y a plein d'autres familles de produits qu'on pourrait trouver à la FNAC et qui sont compatibles avec la marque FNAC, qui ne dévoient pas la marque FNAC, dès lors que ces familles de produits sont traitées selon les principes FNAC, selon les grandes valeurs de la FNAC. La liberté du choix, la qualité du conseil, la dimension innovation, high-tech, plaisir. Et c'est ça qui nous a conduit à lancer depuis 9 mois à la fois des offres dans le domaine du petit électroménager, design et tendance, domaine aussi autour de l'enfant, du jeu et du jouet ludo-éducatif, et qui nous conduira demain à introduire de nouvelles familles de produits. On l'oublie, mais il y a une quarantaine d'années, la FNAC a vendu des articles de sport, a vendu de gros électroménagers. Au fond, c'est une enseigne qui a la capacité, et c'est une bonne nouvelle parce que ça marche depuis 9 mois, ces nouvelles familles de produits qu'on a introduits dans nos magasins, a la capacité de faire venir d'autres familles de produits dès lors qu'on offre une sélection tendance, innovation, plaisir et qui a un accompagnement par le vendeur et du conseil à la clé. Voilà. Et au fond, une des bonnes nouvelles des derniers mois, c'est qu'on se rend compte que ça fonctionne. C'est une très bonne nouvelle parce que si nos clients étaient totalement hostiles à toute novation dans notre offre de produits, on serait face à une équation encore plus compliquée qu'elle n'est. Au contraire, on a la capacité à élargir assez facilement les gammes de produits qu'on trouve dans nos magasins. Les produits évoluent, mais les magasins aussi. Hein. En ce moment, vous ouvrez de nouveaux magasins de manière continue. Et puis, en franchise notamment, vous avez ouvert le mois dernier un premier franchisé à La Roche-sur-Yon. Plusieurs questions. Est-ce que c'est pas contradictoire d'ouvrir des magasins pour mieux faire la course avec des e-commerçants ? Et puis, pourquoi développer la franchise aujourd'hui ? Pour moi, il y a 2 grandes tendances dans le commerce d'aujourd'hui. Il y en a une première qui est le développement du e-commerce, sur lequel nous sommes présents, puisqu'on est un des 3 premiers sites e-commerçants de France. On fait la course avec Amazon, qui est le leader mondial, avec Cdiscount, et on a la chance d'avoir un site puissant et rentable. Et il y a une deuxième tendance qui est celle de la proximité. Au fond, plus la relation est désintermédiée, dématérialisée, plus en même temps le consommateur, dans son paradoxe extrême, et on comprend ce paradoxe-là, a besoin de proximité, de conseils et de magasins qui soient proches de lui.
Le problème que nous avons, c'est que nous n'avions qu'un format de magasin. Le format de magasin que vous connaissez, qui fait 3000 à 5000 mètres carrés, et qui donc n'est capable de ne s'installer que dans des zones de chalandise extrêmement denses. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais au fond, pourquoi avons-nous laissé toutes les autres zones de chalandise dans des villes de plus petite importance, en taille, les villes entre 30 et 50 000 habitants? Pourquoi avons-nous laissé les zones de transport dans les gares et les aéroports? Et pourquoi on n'a pas essayé de développer des magasins Fnac adaptés à ces formats, à ces zones-là? Et donc, une fois qu'on s'est posé la question, on a apporté la réponse, vous l'avez compris. Et on s'est dit, avec toutes les équipes qui m'entourent, développons des formats de magasins adaptés à ces zones-là. C'est comme ça que depuis 1 an, on est présent dans les gares et les aéroports où nous n'avions jamais été. On le sera partout dans le monde. Et ça marche extraordinairement bien parce que c'est des zones de trafic où l'offre Fnac trouve tout à fait sa place. Et puis, associé à ça, comme on a à la fois une contrainte en matière d'investissement, parce qu'il faudrait investir partout, sur l'offre digitale, sur la rénovation de nos magasins et sur des ouvertures, et puis parce que moi je crois que la marque a la capacité d'attirer des entrepreneurs, je me suis dit au fond, cette marque, si elle est si attractive, pourquoi est-ce qu'on ne la propose pas à des entrepreneurs? Pourquoi on ne dit pas à des entrepreneurs qu'ils soient déjà dans le domaine du commerce ou qu'ils soient libraires indépendants, en difficulté parfois, parce qu'être libraire indépendant aujourd'hui, ce n'est pas facile. Associez-vous à nous, on va vous apporter notre expertise, nos conditions d'achat, nos capacités marketing, et vous allez ouvrir un magasin, le développer avec vos qualités d'entrepreneur, votre connaissance de l'ancrage local, et c'est ça qui a donné lieu à nos premiers magasins en franchise, d'abord dans les gares et les aéroports, et puis plus récemment dans des zones, dans des villes intermédiaires. Ça a été le cas à La Roche-sur-Yon, ça sera le cas dans quelques semaines à Melun, où on ouvre un magasin de petite taille. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acteurs du commerce, d'acteurs de la librairie indépendante se tourner vers nous en nous disant « Moi, j'ai envie d'avoir une Fnac, j'ai envie d'être propriétaire d'une Fnac, j'ai envie de la développer. Je vais apporter mon savoir-faire, je vais apporter mes capacités d'entrepreneur, j'aurai peut-être moins de lourdeur à certains égards que celle de votre grande maison, mais je crois à votre marque. Et nous, on amène notre savoir-faire et tout ça nous permet de mieux mailler le territoire, de mieux mailler les territoires des pays dans lesquels nous sommes installés. C'est pour ça que la franchise, pour nous, est très intéressante. Et de ça, ce qui évidemment est passionnant pour une société qui compte un peu plus de 20 000 salariés, ça nous apporte aussi beaucoup de nouveaux savoir-faire, ça nous apporte aussi un retour d'expérience, parce que ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs le savez bien, dans l'entrepreneurship, on a la capacité parfois à aller plus vite, à prendre plus de risques, à être plus innovant, à plus s'intéresser aux clients. Et donc j'attends aussi de la franchise qu'elle nous apporte des idées, des expériences nouvelles, des nouvelles formes de faire du commerce. Et c'est donc un écosystème qui se met en place qui est très intéressant pour nous. Ça, c'est des exemples vraiment concrets de réalisations qui sont opérées grâce à la marque. Vous êtes arrivé il y a 2 ans, presque 2 ans. Ce qui est plus difficile aujourd'hui dans un plan stratégique, c'est sa mise en œuvre opérationnelle. De quelle manière concrétisez-vous votre plan stratégique ? La conviction que je me suis forgée à mon arrivée, peut-être un peu plus fortement que je ne l'aurais pensé dans les quelques jours que j'ai eu pour réfléchir à ma décision, c'est qu'il fallait aller très vite. Il faut aller très vite. Parce que le monde est allé très vite autour de nous, parce que nous avons des concurrents de taille mondiale qui vont à une vitesse folle, et que notre belle et vieille Fnac n'a pas tout à fait la capacité d'évoluer à ces rythmes-là. Une fois que vous vous dites ça, vous comprenez à la fois évidemment qu'il faut redéfinir une vision, mais aussi qu'il faut faire de l'enjeu d'exécution le cœur de toutes les batailles. Autrement dit, j'aurais pu, avec ceux qui m'entourent, bâtir un joli plan stratégique. Si la société ne progresse pas et n'était pas parvenue à progresser dans sa capacité à exécuter jour après jour ce plan stratégique, l'effet était égal à 0. Et donc, j'ai tenté, et c'est un work in progress, on est encore loin du compte, de mettre l'entreprise, de transformer un peu cette culture d'entreprise qui était la nôtre sur un certain nombre d'éléments. D'abord, soyons focalisés sur l'exécution. Quand on annonce quelque chose, on doit le faire dans les délais qui nous sont impartis et que nous avons objectivés. On doit être capable d'avoir des objectifs très précis, très séquencés, parce que si nous ratons cette dynamique de rythme d'exécution, nous échouerons. Ensuite, j'ai essayé d'introduire un deuxième élément, c'est si la marque est si attractive, et moi je crois qu'elle l'est, elle doit être capable
de s'allier avec d'autres acteurs. Je crois que le monde d'aujourd'hui, sauf quand on a la chance d'être Apple avec une capacité d'innovation extraordinaire et une singularité extraordinaire, le monde d'aujourd'hui est fait de collaboration. Il faut passer de cette période où, au fond, chacun avait la capacité dans son coin de se développer à un monde nouveau où tout est collaboratif, coopératif et doit l'être. Alors chez nous, c'était totalement copernicien. La FNAC a toujours fait tout seul dans tous les domaines. Et c'est ce qui explique qu'elle a raté un certain nombre de révolutions, qu'elle n'a pas pu ou su les prendre parce qu'elle n'avait pas les savoir-faire pour le faire. Moi, je me suis dit, elle est attractive, elle a la capacité à attirer sur des projets d'autres marques, allons les trouver. Donc si on pense que les gares et les aéroports sont un lieu pour faire du commerce, je ne suis pas capable, moi, de gagner des appels d'offres dans les gares et les aéroports du jour au lendemain. Il me faudra 3 ans pour comprendre comment marche partout dans le monde des appels d'offres dans les gares et les aéroports. Et par ailleurs, je ne connais pas ce métier. Eh ben, allons voir Lagardère Service, qui est un des experts mondiaux, et allions-nous à eux. Je ne suis pas capable d'avoir une téléphonie d'un bon niveau et du niveau de celui auquel nous devons être aujourd'hui. Eh ben non, on a fait un accord avec SFR. Je crois que la FNAC doit être un acteur majeur du livre numérique. Mais je n'ai pas, comme Amazon, des centaines de développeurs en R&D depuis 15 ans qui réfléchissent à ce qu'est un livre numérique demain. Je peux essayer de le faire, mais ça sera tellement déceptif, et c'est malheureusement ce que nous avons fait, que les clients ne nous suivront pas. Eh ben, on a fait le tour du monde pour essayer de trouver la bonne société, la bonne start-up. On est tombé sur une société canadienne extraordinaire qui s'appelle Kobo pour allier nos savoir-faire. C'est ce qu'on fait aussi sur le jeu jouet avec Disney. Au fond, c'est cette idée que quand on est dans une période d'urgence, quand vous avez une marque attractive, plutôt que perdre du temps, plutôt qu'être déceptif, plutôt qu'être très très loin des meilleurs concurrents, associons-nous à d'autres acteurs. Alors, bien sûr, vous ne gagnez pas 100%. Vous devez partager. C'est très difficile pour un manager français de se dire si je réussis là-dedans, en plus, il faut que je partage. Quand j'ai dit aux équipes, vous savez, si on réussit sur le livre numérique, on va devoir partager avec une société canadienne qui s'appelle Kobo. Elles m'ont dit, mais c'est pas possible, la FNAC, partager avec une société canadienne qui s'appelle Kobo. Et je vais même vous dire, c'est une petite start-up. Et le type qui dirige ça, c'est un jeune gars de Stanford, absolument génial. Ils sont une vingtaine, ils ont 25 ans, ils travaillent 18 heures par jour, ils ont un tout petit compte de résultats. Et pour autant, je peux vous dire, si on ne fait pas avec eux, on n'y arrivera pas. C'est très très difficile pour une organisation française, avec un petit peu d'arrogance, parce qu'on est toujours un peu arrogant dans nos belles maisons, de comprendre ça. Mais au fil du temps, les équipes se rendent compte que ça a une valeur extraordinaire. Et puis on apprend les uns des autres, on apprend à collaborer, on apprend de savoir-faire nouveau. Et donc voilà, ça c'est un enjeu de changement de culture d'entreprise. Pardon, je suis un peu long sur ce sujet. On voit en tout cas que vous évoluez en profondeur et vite. Vos clients sont bien souvent des adhérents. J'ai ma carte. J'adhère à Alexandre Bompard et à la FNAC. Comment est-ce que la marque continue à créer des liens particuliers avec ses clients, a fortiori ses adhérents? Nos clients, 20 millions en France, 50 millions à peu près dans le monde, nos adhérents, à peu près 5 millions de personnes qui sont porteurs d'une carte FNAC et donc qui s'engagent, puisque vous le savez, ceux d'entre vous qui sont adhérents, vous savez qu'on s'engage, y compris financièrement pour être adhérent de la FNAC. C'est un des actifs majeurs de cette entreprise. Encore faut-il qu'on le démontre semaine après semaine, jour après jour. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et là, vraiment, on est encore très, très loin de l'endroit où nous devons nous situer, c'est remettre le client au cœur de tout. Alors, c'est quelque chose que vous avez entendu probablement 100 fois dans d'autres entreprises, dans d'autres organisations, dans d'autres cénacles. Pour nous, c'est un très grand changement, parce qu'il faut savoir que la FNAC, et c'est bien naturel, avait des produits qui étaient tellement distinctifs, c'est des produits qu'on trouvait tellement nulle part ailleurs, qu'au fond, elle a pu se constituer autour de ses seuls produits. Le produit était roi et le client venait acheter des produits. Il n'était pas secondaire, mais il venait acheter des produits qu'on trouvait nulle part ailleurs. Dès lors que ces produits, vous les trouvez partout, et ça, c'est l'ère du numérique qui fait qu'on trouve partout, il y a une révolution essentielle à faire, c'est mettre le client au cœur de tout. Et c'est un changement majeur. Alors, c'est un changement majeur sur lequel nous n'avons fait que l'enclencher. Comment on l'a enclenché en lançant un certain nombre de projets. D'abord, on a une nouvelle signature. Au fond, on a longtemps signé la FNAC autour de nos produits.
l'agitateur de curiosité, etc., qui étaient des très très belles signatures de cette maison. La nouvelle signature, Fnac, on ne peut qu'adhérer, et toutes ces déclinaisons, c'est autour du client. C'est autour de ce que nous démontrons et de ce que nous devons apporter au client. L'autre manière de le faire, ça a été de modifier, de transformer nos magasins. Alors c'est un long processus pour passer d'une organisation par produit à une organisation par client. Au fond, le constat qu'on a fait, c'est quand vous êtes amoureux de musique, vous devez avoir, et vous avez envie qu'il y ait toute la musique dans un même lieu. Pas seulement les disques, parce que si vous êtes amateur de musique, vous avez envie d'acheter des disques, vous avez envie d'aller à des concerts, vous avez envie d'avoir les meilleurs sons, les meilleurs casques, etc. Au lieu d'organiser les magasins par produit, on les organise aujourd'hui par univers d'usage. Vous trouvez tout ce que vous aimez dans un univers, c'est peut être le cas de la lecture, de la musique et bien d'autres domaines, dans un même espace. Et puis le troisième élément, qui est une révolution pour nos magasins qui sont de part et d'autre du Rhône, c'est d'interroger nos clients après leur acte d'achat. Ce qu'on appelle un peu savamment le Net Promoter Score. C'est très nouveau dans notre entreprise. Ça consiste en quoi? Vous faites un achat, vous venez de terminer l'achat, vous venez d'effectuer votre paiement ou non, et on vous pose une petite question immédiate qui vous prend 20 secondes de votre temps, où vous effectuez une notation. C'est Apple qui a développé ça, c'est un truc assez génial. Vous donnez une note à l'acte d'achat, entre 0 et 10. Si vous avez un peu de temps, vous y passez 2 minutes et vous répondez à d'autres questions, même si vous faites juste entre 0 et 10. Vous donnez vos coordonnées qui sont associées à votre acte d'achat. Et à partir de là, non seulement évidemment on a l'indicateur de votre satisfaction, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a décidé que ça fonctionne si après cet acte d'achat, quand vous êtes détracteur, c'est-à-dire si vous avez noté entre 3 et 7, vous êtes systématiquement, dans 100% des cas, rappelé par le directeur du magasin. Donc vous êtes insatisfait de votre expérience d'achat, vous êtes rappelé. Vous n'imaginez pas combien ça transforme à la fois notre rapport aux clients, la satisfaction des clients, parce que même quand vous êtes très très mécontent, quand le directeur du magasin passe 10 minutes de son temps à vous écouter et à comprendre ce qui s'est mal passé, ça change votre rapport avec lui. Et puis surtout pour nos collaborateurs, ils se rendent compte et ça objective cette relation client.